Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH 2025. Et aujourd'hui, on s'attaque à la série, encore une fois, qui opposera les Kings de Los Angeles aux Oilers d'Edmonton. C'est la quatrième année de suite qu'on voit cette série-là en première ronde. La seule chose qui change, c'est l'avantage de la glace, parce que les trois autres années, c'était les Oilers qui avaient terminé deuxième et les Kings qui avaient terminé troisième. Fait que c'était les Oilers qui avaient l'avantage de la glace. Là, ça va être la différence cette année. Une différence qui peut peser très très lourd par contre là, dans la balance. On va en reparler un petit peu. Les Kings de Los Angeles qui ont connu une très bonne saison. Très honnêtement, c'est une organisation qui est excessivement responsable au niveau de son jeu. On a finalement décidé de déplacer Quentin Byfield puis de le mettre à sa position naturelle au centre. Et ça fonctionne. Pour ceux qui avaient été voir d'ailleurs les matchs préparatoires à Québec, Byfield me semble qu'il était utilisé au centre. Puis je sais qu'il avait vraiment très très bien paru lors des matchs préparatoires à Québec. Fait qu'on on a décidé de passer à l'action puis de finalement faire ça. Fait que tu sais, ta ligne de centre est une ligne de centre responsable très intéressante du côté de Los Angeles. Là, tu commences avec Kopitar, après ça Byfield puis Philippe Dano. C'est très bon honnêtement. C'est une bonne ligne de centre responsable. Évidemment, il faut quand même qu'on réussisse à marquer des buts. Puis quand même une moyenne non négligeable de buts marqués cette année pour les Kings. Fait qu'on a connu de somme toute une bonne saison, tranquillement mais sûrement. Du côté des Oilers d'Edmonton, évidemment, il faut mentionner les blessures parce que les blessures, ça l'aide pas, surtout quand c'est tes deux meilleurs joueurs. Dans le cas de Leon Draisaitl, il a été limité à 71 matchs, alors que Connor McDavid a été limité à 67 matchs. Fait que ça fait mal. Ça fait très très mal. On va parler d'ailleurs de l'impact que ça a fait l'absence de Connor McDavid avec les Oilers. Puis c'est quand même assez important, mettons. Là. Bon, dans le cas de Connor McDavid, évidemment, on le sait, c'est probablement le joueur le plus offensif de la Ligue nationale. Fait que ça a eu un gros impact sur les buts marqués par l'équipe pendant cette période-là. Alors c'est ça, ça va être un face-à-face au niveau de la division Pacifique. Donc on va couronner peut-être un nouveau champion, peut-être pas. Ça risque d'être une série qui se ressemble un peu. Il doit y avoir un début de rivalité, je crée bien. Là. Donc c'est ça. Les Oilers d'Edmonton qui ont remporté les trois premières séries qui opposaient les Kings aux Oilers dans les trois dernières années. Mais sinon, en saison régulière, les Kings de Los Angeles qui ont été plus dominants, ils ont gagné trois des quatre matchs les opposants aux Oilers d'Edmonton. Une statistique qui est hyper intéressante là, au niveau sommaire de toute la saison, c'est que les Kings de Los Angeles ont vraiment menotté l'avantage numérique des Oilers d'Edmonton. Pour l'ensemble de la saison, là, ils ont accordé un seul but en désavantage numérique, les Kings face aux Oilers. 1 sur 11 tentatives. Fait que, très honnêtement, ça, c'est un très très bon signe du côté des Kings de Los Angeles. Aussi, on a plusieurs marqueurs de 18 buts et plus. On a un total de 10 joueurs qui ont marqué 18 buts et plus. Fait qu'on a une grosse profondeur du côté des Kings de Los Angeles, qui est un bel avantage. En saison régulière, les Kings de Los Angeles, c'est 48 victoires, 25 défaites, 9 défaites en prolongation pour un total de 105 points. On a terminé deuxième au niveau de la division Pacifique. Tant que les Oilers d'Edmonton, eux, c'est 48 victoires, 29 défaites, 5 défaites en prolongation, un total de 101 points, donc juste 4 points de différence. Troisième au niveau de la division Pacifique. Évidemment, le manque de Connor McDavid a probablement eu un impact qui aurait fait qu'on aurait pu être un échelon plus haut puis avoir encore l'avantage de la glace parce que franchement, l'avantage de la glace aux Kings de Los Angeles, pour cette saison at least, c'est un avantage qui est notable. Il faut que tu le mettes dans ton analyse parce que les Kings de Los Angeles ont été la meilleure organisation à domicile pendant la saison régulière cette année. Donc, pour ce qui est des Kings de Los Angeles à la maison, c'est 31 victoires, 6 défaites et 4 défaites en prolongation. 31 victoires pour 10 défaites pendant toute la saison. Puis encore là, tu sais, il y a 4 défaites qui leur ont rapporté quand même un point. Fait que les Kings ont été très dominants à domicile et ça peut être un facteur qui va tout changer parce que justement, on a l'avantage de la glace. Puis s'il faut que les Kings ramassent les deux premiers matchs à domicile dans cette série-là, ça risque de faire très très mal aux Oilers qui étaient là pas si longtemps en finale de la Coupe Stanley. Mais tu sais, des fois, hein, les lendemains de veille sont un peu plus tough. Mais c'est pas une mauvaise saison, 101 points, c'est pas une mauvaise saison pour ce qui est des Oilers d'Edmonton. Une moyenne de buts marqués du côté des Kings de Los Angeles de 3.04 pour le 14e rang dans la Ligue nationale, ce qui est correct. C'est milieu de peloton, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est rien de mauvais. 3.16 en termes de moyenne de buts marqués pour les Oilers d'Edmonton, ce qui est le 11e rang dans la Ligue nationale. Ça, c'est un petit peu plus surprenant. Mais on va mentionner que pendant l'absence de Connor McDavid, les buts marqués, la moyenne des buts marqués était de 2.71 pendant l'absence de McDavid, alors qu'avec McDavid, on avait une moyenne de buts marqués de 3.25. Puis pour ce qui est de l'avantage numérique,
Je crois que c'était avec McDavid 25,3 puis sans McDavid 17%. Quelque chose comme ça. Fait que, honnêtement, il y a eu un très très gros impact au niveau de la production offensive. C'est assez monumental pour ce qui est des Oilers Edmonton. Une moyenne de buts accordée de 2,48 pour ce qui est des Kings de Los Angeles, pour rien de moins que la deuxième meilleure défensive de toute la LNH. 2,87 en termes de buts accordés pour les Oilers. 14e rang, donc très ordinaire. Ben, tu es au milieu de peloton, rien de, à se taper la tête ses murs. Un avantage numérique décevant du côté des Kings, là, quand même 17,9%, ça c'est pas vargeux. 27e dans la Ligue nationale, donc parmi les pires avantages numériques de la Ligue. 23,7 en avantage pour ce qui est des Oilers. Dans leur cas, on est encore là à peu près milieu de peloton, 12e dans la Ligue. Fait que c'est rien d'exceptionnel, mais quand même notable avantage au niveau de l'avantage numérique aux Oilers. Mais comme je vous ai dit, en 11 occasions, un seul but en saison régulière des Oilers sur les Kings quand ils étaient en avantage numérique. Fait que je sais pas à quel point ça va vraiment avoir un impact. Le désavantage numérique à 81,4%. Il devrait avoir des bonnes statistiques encore là en première ronde face aux Oilers. 81,4% pour le 8e rang dans la Ligue et 78,2% pour ce qui est des Oilers pour le 16e rang dans la Ligue nationale. Alors évidemment, on donne le jeu défensif aux Kings de Los Angeles. Puis je pense que les Oilers est une équipe qui aurait pu faire mieux offensivement que ce qu'on a fait. Mais les absences importantes, que veux-tu, ça donne ce que ça donne. Pour ce qui est maintenant des dernières séquences de 10 matchs, ben évidemment, les deux équipes ont quand même eu une bonne fin de saison là, dans les 10 derniers matchs. Pour ce qui est des Kings de Los Angeles, c'est 8 victoires pour 2 défaites. Fait que, ça a très bien été en fin de saison pour les 10 derniers matchs, mais 7 victoires, 3 défaites pour les Oilers, c'est pas catastrophique non plus. Donc c'est sûr que bon, le retour là, pas Campy, mais de McDavid et Draisaitl, ça l'aide. Mais c'est ça, c'est des organisations qui ont bien fini la saison régulière, fait que ça, pas trop d'avantages à donner là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des 5 meilleurs pointeurs, du côté des Kings de Los Angeles, évidemment, c'est la profondeur qui compte pour beaucoup, comme je vous l'ai mentionné. On a quand même 10 joueurs qui ont 18 buts et plus dans cette saison-là. C'est quand même c'est impressionnant. On a deux joueurs à 35 buts ici d'ailleurs. Fait que c'est vraiment toute l'équipe qui est capable de marquer là, du côté des Kings de Los Angeles. Adrian Kempe, lui, c'est le meilleur pointeur en 81 matchs. Il a 35 buts, ce qui est excellent. 35 buts, 38 passes pour 73 points. Une bonne saison pour ce qui est de Kempe. Dans le cas du bon vieux routier Enze Kopitar, encore là, une saison qui est bonne dans ses standards. 81 matchs, 21 buts, 46 passes pour 67 points. Pour ce qui est de Kevin Fiala, un peu plus compliqué au niveau défensif. Là, on est dans le moins assez à côté. Mais en 81 matchs, 35 buts, ça c'est bien. 35 buts, 25 passes pour 60 points pour ce qui est de Kevin Fiala. Sinon, dans le cas de Quentin Byfield, ben, c'est ça, on l'utilise au centre. Puis ça, c'est quelque chose qui est très bon pour le jeune parce qu'on veut l'avoir au centre éventuellement. Fait que c'est important de le garder au centre. Et dans le cas de Quentin Byfield, 81 matchs cette saison, 23 buts, 31 passes pour 54 points. Et on va fermer le tout avec Warren Fogle, dans son cas, 82 matchs, 24 buts, 22 passes pour 46 points. Maintenant, on va y aller du côté des gardiens de but, puisque c'était un retour au bercail pour ce qui est de Darcy Kemper, parce que oui, il a déjà joué avec les Kings, pas longtemps, là, il me semble qu'il avait joué une affaire comme 10 ou 20 matchs avec les Kings, mais depuis, il a déménagé, il a été gagné une Coupe Stanley avec l'Avalanche Colorado, dans le cas d'Adrian Kempe, pas Adrian Kempe, mais Darcy Kemper, excusez. C'était en 2022 qu'il avait gagné avec l'Avalanche Colorado. Puis une saison très constante. Et c'est ça qui est intéressant là, pour ce qui est de Darcy Kemper. Il a vraiment fait un retour réussi avec l'organisation de la Californie. En 50 matchs, 2,02 de moyenne, 922 d'efficacité. C'est excellent et même que je pousserais l'audace pour dire qu'il peut être dans les discussions pour ce qui est du trophée Vizina. Je pense que le trophée Vizina a des bonnes chances d'aller à Connor Hellebuyck, peut-être à Vasilevski, mais il reste qu'on peut at least le mentionner là, dans les discussions pour ce qui est du trophée Vizina parce qu'il a été quand même très solide et ça toute la saison là, de façon constante. On va fermer le tout avec David Reddick, gardien de but auxiliaire, clairement, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. 34 matchs, 2,84 de moyenne, 887 d'efficacité. Maintenant, du côté des Oilers d'Edmonton, eh bien, du côté des Oilers d'Edmonton, évidemment, on a nos fameux monstres à deux têtes, là, fait que nos deux gars qui sont très dominants. On commence avec Leon Draisaitl qui a terminé avec le plus de points, mais c'est parce qu'il a joué quand même un 3-4 matchs de plus, là, fait que c'est ça qui est, ben, 4 matchs en fait, de plus que Connor McDavid, parce que sinon Connor McDavid aurait probablement fini encore une fois premier. Dans le cas de Leon Draisaitl, 71 matchs, 52 buts. Très très bon. Très très bon. Pas grand chose à dire là-dessus. 54 passes pour 106 points pour ce qui est de Leon Draisaitl. Dans le cas de Connor McDavid, dommage qu'il s'aille blessé parce que franchement, c'est ça. Il aurait été très utile à l'équipe. 67 matchs pour ce qui est de Connor McDavid. 26 buts, 74 passes et 100 points. Donc une très très bonne saison. Puis là, c'est là qu'on pogne un drop. Là. On pogne un drop. On passe de 100 à 67 points. Evan Bouchard qui, pour un défenseur à caractère offensif, pas toujours le plus responsable, c'est ce que moi je critique beaucoup. Du côté des Oilers d'Edmonton, j'ai un petit penchant pour Mathias Ekholm.
Mais c'est ça, c'est un défenseur qui fit dans l'identité des Oilers, là, qui aime beaucoup bouger, qui fait beaucoup circuler la rondelle. Un gars qui aime patiner. Cette saison, pour ce qui est d'Evan Bouchard, 82 matchs, 14 buts, 53 passes pour 67 points. Là, dans le cas de Raphaël, pas Raphaël, mais de Ryan Nugent-Hopkins, les choses vont de moins en moins, j'ai l'impression. Statistiquement parlant, c'est une baisse là, année en année après année. Ça fait quand même un bon comme 3 saisons là, dans le cas de Nugent-Hopkins qu'on baisse de tempo. En 2022-2023, en 82 matchs, il y avait 104 points. En 2023-2024, en 80 matchs, 67 points. Et là, en 2024-25, 49 points en 78 matchs. Fait que tu sais, ça descend, ça descend, ça descend. C'est sa pire saison, en fait, là, depuis 2020-21, depuis la COVID, pour ce qui est de Negan Hopkins. Fait que compliqué, une saison un peu compliquée. Dans le cas d'Hyman aussi, là, ça a été compliqué cette année. Mais Hyman l'avait dit publiquement, il n'aurait pas fait autant de buts l'année passée s'il n'avait pas joué avec McDavid. Fait que, au moins, il y a la décence de le reconnaître cette saison pour ce qui est de Hyman, dans ses anciens standards, tout simplement. 73 matchs, 27 buts, 17 passes pour 44 points. Dans le cas de Zach Hyman, écoute, en 2023-2024, là, euh, c'était quoi? C'était 54 buts. 77 points. Puis là, on est rendu à 27 buts, 44 points. Méchante drop. Une trentaine de buts. Méchante drop pour ce qui est de Zach Hyman. Au niveau des gardiens de but, ben là, avant de commencer l'enregistrement, j'ai vu que c'était confirmé que ce serait Stuart Skinner qui serait le partant. On s'attendait à ça. Je pense pas que ce soit une grande surprise pour personne. Dans le cas de Stuart Skinner, c'est 51 matchs cette année, 2,81 de moyenne, 896. C'est vraiment pas exceptionnel. C'est compliqué pour les gardiens à Edmonton depuis des années. Et son auxiliaire sera Calvin Pecker en 36 matchs, 2,71 de moyenne, 900 d'efficacité. Mais c'est ça, tu sais, c'est que euh, dans le cas de Stuart Skinner, l'année passée, c'était lui qui était notre gardien qui nous a amenés en finale. Fait que je pense que c'est probablement une espèce de lien de confiance qu'on a face à lui comme ça, puis qu'on veut maintenir tout simplement. Donc on se dit, c'était Ish notre gardien de but partant, 51 matchs cette année en saison régulière. Puis l'année passée, ben, c'était lui qui était notre gardien de confiance en séries éliminatoires. Fait on va retourner avec quelque chose qu'on connaît déjà, c'est-à-dire Stuart Skinner pour ce qui est de notre gardien de but partant. Alors, du côté des Oilers d'Edmonton, je pense qu'on a encore des lacunes au niveau défensif et surtout, je pense que la production offensive n'est pas assez diversifiée. Ce qui occasionne toujours problème en séries éliminatoires. Ça peut pas toujours être tes deux premiers trios qui font tout au niveau de la production offensive. Puis je pense que les Kings de Los Angeles, ça fait 3 ans qu'ils se font éliminer. Là. Fait que là, avec l'avantage de la glace, dominant comme ils sont à domicile, de réussir à maintenir l'avantage numérique des Oilers comme ils l'ont fait en saison régulière, avec un camper qui est en feu, qui a de l'expérience, qui a une coupe, tout ça, moi j'y vais avec les Kings de Los Angeles. En échange de quoi, même si j'y vais avec les Kings de Los Angeles, je pense pas que ça va être une série qui va être courte. C'est la raison pour laquelle moi j'y vais jusqu'au maximum et j'y vais avec les Kings en 7. Alors d'après toi, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Fais-moi savoir ça au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime, on partage et on s'abonne en activant la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Je te dis un gros merci d'avoir regardé mon vidéo et on se revoit très prochainement.